Bonjour. La circulation chez les mammifères, et en particulier chez l'homme, est l'aboutissement actuel de l'évolution de la phylogénèse générale et de ses conséquences sur le système circulatoire. Dans une première étape, nous allons décrire brièvement comment la circulation a évolué à travers les espèces jusqu'à l'homme et comment elle s'est adaptée aux changements d'environnement depuis la vie animale dans le monde aquatique jusqu'à l'espace terrestre et aérien. Donc, chapitre 1. Donc, la circulation apparaît chez les invertébrés par une agitation du milieu intérieur liée au fonctionnement d'un cœur archaïque. C'est une circulation ouverte et non fermée. En fait, les premières circulations fermées apparaissent chez le poisson. Chez le poisson, cette circulation fermée est en série, c'est-à-dire qu'il y a un cœur archaïque qui pompe, qui se remplit et qui se vide, dans un système circulatoire fermé, en série, c'est-à-dire que le sang désoxygéné va passer dans les branchies, puis revenir oxygéné dans la circulation périphérique, puis revenir au cœur. Les poissons ont donc des systèmes capillaires, à la fois au niveau des branchies et au niveau de la périphérie. Ce qui va différencier cette circulation en série de l'évolution de la circulation vers la circulation des mammifères, c'est l'apparition de la pression et du système artériel par rapport au système à basse pression que représente la circulation en série chez le poisson. Donc pour comprendre ou expliquer, j'utilise habituellement la métaphore du barrage. Pourquoi on a construit un barrage à Assouan sur la vallée du Nil? Eh bien, c'est pour réguler les flux. Sans le barrage d'Assouan, le flux dans le Nil et les inondations que provoquait le Nil sur les rives était non régulable. En fait, en créant une énergie potentielle dans le système, c'est-à-dire le réservoir du barrage d'Assouan, l'eau du barrage d'Assouan, l'homme va pouvoir réguler la répartition des flux en fonction des besoins en termes d'hydratation, soit de la rive droite, soit de la rive gauche, etc. Et donc, c'est cette métaphore qui essaye de faire comprendre comment fonctionne la circulation chez le mammifère et comment tout ça s'est organisé à partir de la circulation primitive non résistive du poisson vers le mammifère. Donc, si on prend l'homme, quelles sont les différences? Eh bien, les différences sont essentiellement le fait que nous ne sommes plus dans une circulation en série des différents événements, mais une circulation en parallèle. Et le deuxième point très important, c'est que cette circulation en parallèle sépare un secteur à haute pression, dit le secteur artériel, du secteur à basse pression, c'est-à-dire les veines et la circulation pulmonaire. Donc ceci est en rapport avec la nécessité évolutive de contrôler les flux spécifiques, des flux d'organes spécifiques, et de les adapter aux besoins fonctionnels de ces organes. Si on reprend la métaphore du barrage d'Assouan, le point important, c'est que si un jour le barrage s'autodétruit, ça sera lié au fait que l'énergie potentielle représentée par la masse d'eau du barrage, progressivement, va pénétrer le mur du barrage et le dégrader. Et ça, c'est tout à fait ce qui se passe en pathologie vasculaire. Donc en fait, l'acquisition de ces grandeurs hémodynamiques qui caractérisent la circulation chez le mammifère et chez l'homme, indépendamment de cette option terminale, ces différents systèmes circulatoires sont représentés chez l'homme
en particulier la circulation ouverte des invertébrés a une réminiscence sous forme du système lymphatique chez le mammifère. En effet, les lymphatiques, comme vous le savez, pompent le milieu interstitiel des tissus et va le conduire jusque dans le système veineux. La deuxième réminiscence, c'est la circulation pulmonaire. Véno-pulmonaire, c'est une circulation à basse pression, bien qu'on l'appelle ça l'artère pulmonaire, puisqu'elle sort du cœur droit. Et cette circulation à basse pression est liée au fait qu'il n'y a pas de besoin de réguler la répartition des flux dans la circulation pulmonaire, puisqu'à chaque systole, l'ensemble de l'éjection systolique va passer dans l'ensemble du système capillaire pulmonaire à quelques détails près. Enfin, apparaît une circulation complètement séparée entre le système à haute pression et le système à basse pression. Et le fait du système à haute pression est le fait qu'il y a apparition de résistance à l'écoulement des flux, contrairement aux poissons, où les seules résistances à l'écoulement des flux sont les forces de friction du flux vasculaire sur l'endothélium. Donc, en quoi l'évolution générale, la téléonomie générale de l'évolution, a participé de ces phénomènes et comment le système circulatoire s'est adapté ainsi. Donc si on reprend le poisson avec sa circulation en série, on voit chez le tétrapode et chez le poisson pulmoné, on voit apparaître un système annexe ici qui va venir compléter le système circulatoire, qui est l'embryon, je dirais, de la circulation pulmonaire. Et puis ensuite, on va passer chez l'amphibien avec une situation mixte, artério-veineuse, et un début de septation du cœur, de compartimentation du cœur. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà deux oreillettes, et puis un troncus arterialis, c'est-à-dire un tronc commun qui va pulser du sang mélangé. Enfin, on va arriver à une septation chez le reptile, une septation encore un tout petit peu incomplète avec des communications entre la partie droite et la partie gauche du cœur. Puis enfin, chez les mammifères et les oiseaux, et bien sûr chez l'homme, une septation complète avec une séparation des deux circulations, celle où il n'y a pas de régulation de répartition des flux, la circulation pulmonaire, et celle où il y a une régulation des répartitions des flux, la circulation artérielle. Cette évolution s'est accompagnée d'un changement du régime, des changements du régime à la fois de l'environnement, bien évidemment aquatique, vers l'environnement terrestre et aérien, et donc l'apparition de nouveau d'une circulation pulmonaire, de poumons, et puis aussi de façon très importante, le changement de température. Chez les poissons, ce sont des animaux à sang froid, et donc le niveau de température est bas, alors que chez l'homme, chez les mammifères en général et chez l'homme en particulier, l'homme vit en homéothermie avec une température élevée, une température interne élevée à 37 degrés. Donc ceci s'est fait progressivement, puisqu'il y a une phase intermédiaire dans l'évolution de l'adaptation des températures, qui est la poikilothermie, c'est-à-dire le fait que, par exemple, les reptiles, le lézard, va s'adapter en permanence sa température interne à la température externe. Quel est l'avantage de cette acquisition de l'homéothermie à sang chaud ? Eh bien, c'est justement l'augmentation d'activité organique, c'est-à-dire que l'ensemble de l'activité chez le mammifère, les ensembles des activités chez le mammifère deviennent très importantes. Et de ce fait-là, vont nécessiter une dépense énergétique absolument considérable par rapport à les dépenses énergétiques du poisson. Cette augmentation considérable des dépenses énergétiques, en partie due à l'augmentation de température et à la facilitation des fonctionnements enzymatiques et de tous les processus biologiques à 37 degrés,
va s'accompagner d'une téléonomie, c'est-à-dire d'une envie, d'une nécessité à l'évolution d'être le plus économe possible en termes énergétiques. Donc cette économie va venir d'une organisation en parallèle de la circulation qui va permettre d'avoir un apport énergétique le mieux couplé possible aux nécessités fonctionnelles. Et c'est ce couplage entre la fonction et l'apport énergétique va permettre aux animaux d'évoluer dans le cadre de l'évolution et à l'homme d'être ce qu'il est, c'est-à-dire extrêmement actif avec de nombreuses fonctions. Donc finalement, la téléonomie de l'évolution est entre autres quelque chose comme l'autonomisation des fonctions organiques, à la fois sur le plan fonctionnel, nos neurones ne font pas le même travail que nos muscles, et en même temps sur le plan énergétique, lié au fait que plus chaque fonction consomme une énergie précise, plus on est dans un système taylorisé par rapport à la consommation énergétique globale. Dans une seconde étape, nous essaierons de comprendre les nécessités évolutives de la circulation, tant au niveau du cœur que des artères, et en particulier en rapport avec l'acquisition des résistances périphériques à l'écoulement. Donc, dans ce deuxième chapitre, nous allons essayer de comprendre comment le système circulatoire va s'adapter à la fois aux conditions environnementales et à la téléonomie des espèces vers une autonomisation des fonctions organiques. Donc, bien évidemment, l'évolution vers la circulation des mammifères va nécessiter des prérequis au niveau du cœur et au niveau de la paroi artérielle. Au niveau du cœur, cela va être dans un certain ordre. La première nécessité va être du fait de la consommation continue par le muscle cardiaque au cours de la contraction rythmique de moyens énergétiques, le développement d'une circulation spécifique au muscle cardiaque appelée circulation coronaire. Elle apparaît chez un certain nombre de poissons. La deuxième nécessité évolutive est la segmentation, comme on l'a vu, au niveau des gros troncs et au niveau du muscle cardiaque lui-même, avec ses différentes cavités et au moins deux différents gros troncs que sont d'une part l'artère pulmonaire et d'autre part l'aorte. Enfin, l'existence de résistance importante à l'écoulement et l'augmentation de pression artérielle va nécessiter une muscularisation importante du muscle cardiaque lui-même et bien sûr une adaptation du flux coronaire et de l'apport métabolique à cette muscularisation importante. Les seconds prérequis sont d'ordre au niveau du mur artériel, de la paroi artérielle. Eh bien sûr, on passe d'une circulation en série à une circulation en parallèle, donc il va falloir répartir ces flux à travers anatomiquement des bifurcations. Donc le système artériel est très bifurqué. Et bien évidemment, en adaptation à la pression, une muscularisation, comme pour le cœur, de la paroi artérielle pour pouvoir résister à cette augmentation de contraintes et une organisation spécifique de la structure artérielle sous forme de couches concentriques, allant depuis la lumière avec l'endothélium jusqu'à l'adventice paroi la plus externe, en sachant que la paroi structurante de l'artère, c'est la média, qui est constituée uniquement de cellules muscularis et de matrices extracellulaires. Alors quelle est la guidance de la construction du système artériel? Eh bien, cette guidance est de façon assez importante sur le plan à la fois fonctionnel et structural, est associée au développement du système nerveux sympathique périartériel.
Donc ici, vous avez une coronaire humaine, et vous voyez ici les trois couches, ici l'endothélium, ici la média, ici l'adventice. Et qu'est-ce que l'on voit dans l'adventice? Eh bien, on voit un faisceau d'axones du système nerveux sympathique qui accompagne dans cet adventice le développement du système coronaire. Ici, c'est chez l'homme. Et ici, de nouveau, une très belle figure également montrant l'interrelation qu'il y a entre le système nerveux sympathique dans l'adventice des artères et puis l'artère elle-même, hein, sa paroi, qui va être Antoine. On voit que dans les lymphatiques, il n'y a pas d'innervation et dans les veines, il y en a très peu. Cette innervation est indispensable à la genèse des résistances périphériques. Hein, c'est cette interrelation entre le système nerveux sympathique et la cellule musculaire lisse de la paroi qui vont générer ces fameuses résistances périphériques, hein, en rapport avec la loi de Poiseuil, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du cœur, le diamètre des vaisseaux va diminuer et générer des forces de friction, hein, qui vont avoir comme fonction, bien évidemment, de créer de la résistance à l'écoulement. Hein. Et plus généralement, on considère que la somme des phénomènes résistifs à l'écoulement, on appelle ça l'impédance du système artériel. Donc comment contraction et cette diminution de diamètre des vaisseaux sont associés au système nerveux sympathique? Eh bien, le système nerveux sympathique va générer des synapses entre ces axones adventiciels et la paroi des artères, sur sa partie la plus externe. Hein, et au niveau de ces synapses, le système nerveux sympathique va relarguer de façon permanente des catécholamines qui vont interagir avec des récepteurs aux catécholamines, hein, alpha-adrénergiques, sur la cellule musculaire lisse. Bien évidemment, ces synapses sont assez ponctuelles, hein, tout le long des artères, et la diffusion des signaux va être le fait non pas de la catécholamine elle-même, qui va interagir avec son récepteur sur une ou quelques cellules musculaires lisses au niveau d'une synapse, mais par contre par la diffusion des seconds messagers déclenchés, le calcium, les inositolphosphates, etc. Vous reverrez ça dans le cours sur la vasomotricité. Eh bien, ces seconds messagers vont diffuser à travers les connexines, à la fois dans la profondeur du vaisseau et à la fois de façon longitudinale, le long du vaisseau, de varicosité en varicosité. Donc ça, plus le vaisseau est loin du cœur, moins il y a de matrice extracellulaire et plus il y a de connexion entre les cellules musculaires lisses, ce qui renforce l'idée que les résistances périphériques à l'écoulement sont essentiellement le fait du tonus sympathique. Chez le poisson, on a essentiellement un stress biomécanique seul, qui est celui du cisaillement. Le cisaillement, de nouveau, c'est la friction, c'est la friction du sang sur la monocouche endothéliale qui représente l'ensemble de la paroi, des parois vasculaires chez le poisson. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est cette force de friction n'est liée qu'au flux, qu'à la vitesse du sang, hein, générée de nouveau par l'éjection systolique du cœur archaïque. Elle est donc proportionnelle à la viscosité du sang, c'est-à-dire plus le sang est visqueux, plus le frottement est fort. Elle est proportionnelle à la vitesse, mais elle est inversement proportionnelle au rayon du vaisseau pour le même flux sanguin. De nouveau, en application à la loi de Poiseuil, hein, plus le rayon diminue, hein, plus les forces de friction sont importantes, plus le rayon diminue de façon fonctionnelle, c'est-à-dire liée à la contraction de la cellule musculaire lisse, ou de façon anatomique, ceci va provoquer une augmentation du cisaillement et une augmentation des forces de friction du sang sur la paroi, donc une résistance à l'écoulement, une impédance à l'écoulement.
Bien évidemment, l'apparition de la pression artérielle va, comme dans le barrage d'Assouan, va générer une contrainte qui n'est pas une contrainte de cisaillement, qui n'est pas une contrainte liée au flux, mais une contrainte liée à la pression. Et en particulier, cette contrainte, selon la loi de Laplace, est proportionnelle à la pression et proportionnelle au rayon. Donc vous voyez bien la différence entre le rôle de la dimension dans la définition du cisaillement et dans la définition de la contrainte tensionnelle. Cette contrainte tensionnelle de Laplace va se répartir sur l'ensemble de l'épaisseur du vaisseau. Plus le vaisseau est musclé, plus la média est épaisse, plus, bien sûr, cette force va se répartir sur l'ensemble de la paroi. Alors, ce qui est très important dans ce stress tensionnel sur la paroi, c'est qu'il est rythmé, bien évidemment, par la pression elle-même, et donc qu'il est cyclique. Ça veut dire que la paroi va se distendre à chaque systole et va revenir dans une position moins distendue à chaque diastole. Donc ce caractère cyclique est très important pour définir, et c'est également vrai pour le stress de cisaillement, hein, ces stress vont provoquer une fatigue biomécanique, hein, qui va correspondre au produit du pic d'intensité du stress par la fréquence de ce pic d'intensité et par le temps. Donc chaque stress cyclique chez un homme qui vit 80 ans représente à peu près une somme de 3 milliards d'événements. La deuxième conséquence du fait qu'on est dans un système fermé, une circulation fermée, bien évidemment, les deux énergies essentielles représentées ici, qui sont l'énergie potentielle, la pression, et l'énergie cinétique, les flux, la vitesse des flux, hein, on peut considérer qu'on est dans un système dans lequel on peut appliquer approximativement la loi de conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique du système est à peu près constante. Donc ça, c'est très important pour comprendre comment ces phénomènes-là impactent sur la pathologie. Le point très important dans la compréhension des interactions entre l'évolution des espèces et le développement de la circulation, c'est, chez le mammifère, c'est l'idée qu'on passe de nouveau d'une circulation en série à une circulation en parallèle. Et en particulier, cette circulation en parallèle va nécessiter, hein, une circulation spécifique à chaque fonction, à chaque organe, et à l'intérieur même de l'organe, des circulations en parallèle de nouveau, spécifiques à chaque sous-unité organique. Donc on va aller vers quelque chose qui représente un nombre d'embranchements extrêmement important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a des embranchements, ou un embranchement à un endroit donné, hein, le rendement en termes d'énergie cinétique n'est pas de 100%. Il y a toujours une faible proportion d'énergie cinétique transformée en énergie potentielle. Voilà un bel exemple du couplage entre le besoin fonctionnel et les besoins métaboliques. Donc ici, vous avez un cerveau représenté et on va faire un stimulus. On va mettre l'animal dans le noir et on va faire un stimulus visuel en jaune ici qui va alerter des neurones. Et donc permettre l'intégration jusqu'à la conscience du phénomène visuel par le cerveau. Ce qui est très très intéressant, c'est que chez l'homme, visualiser où se passe exactement cet événement neuronal, cette dépolarisation de membrane des neurones, eh bien on utilise un signal vasculaire. Ça, c'est très intéressant, puisque de nouveau, ça montre le couplage exact qu'il y a entre un stimulus visuel, par exemple, et le fait qu'il y a une augmentation de la vasodilatation et de l'apport en oxygène, dans l'effet Bold, hein, qui est le rapport de la désoxyhémoglobine sur l'oxyhémoglobine, ou l'inverse. Et voilà, donc on voit ici que, en réponse au stimulus visuel, cette augmentation
du flux sanguin va être spécifique à la région occipitale du cerveau. Ici, vous voyez le couplage et le délai qu'il y a entre l'activité neuronale électrique en jaune, dans une électrode, et ici, l'intensité du signal vasculaire qui lui correspond exactement au même endroit. Donc ça, c'est vraiment une image de couplage entre l'activité fonctionnelle du cerveau, les neurones, à un endroit précis, et la vasodilatation qui l'accompagne. C'est le couplage entre l'apport et la demande. En fait, le plus important à comprendre, c'est pourquoi on a besoin d'une pression, pourquoi on a besoin de résistance périphérique. On a besoin d'une résistance, le système circulatoire a besoin de résistance périphérique pour pouvoir réaliser ce phénomène, performer ce phénomène, c'est-à-dire faire de la vasodilatation active. Ceci a été parfaitement montré par les expériences de Furchgott sur des anneaux aortiques que l'on voit ici. Donc on voit ici la description de l'endothélium dépendance de la vasodilatation dans les vaisseaux de conductance. Il s'agit d'un petit vaisseau de conductance chez le rat, la horte de rat. Et on voit ici que cette vasodilatation active va être dépendante du tonus artériel, du tonus sympathique préexistant. S'il n'y a pas ici, donc dans la manip, Furchgott incube l'anneau aortique avec de la norépinéphrine, et puis il va créer de la tension, créer de la contraction, et à ce moment-là, il va rajouter l'acétylcholine qui, en agissant sur l'endothélium, va permettre de relaxer le vaisseau. S'il enlève l'endothélium, ce phénomène n'existe plus. Mais peut-être plus intéressant dans la compréhension du rapport à la phylogénèse, c'est que si on ne met pas de norépinéphrine, il n'y a pas de vasodilatation active possible. Donc il faut bien qu'il y ait un tonus musculaire lisse pour que la levée de ce tonus musculaire lisse permette une adaptation du besoin métabolique à la fonction organique. Dans le troisième chapitre de cette introduction, nous essaierons d'analyser en quoi l'acquisition des résistances périphériques à l'écoulement a comme effet subsidiaire le transport advectif transpariétal des molécules solubles circulantes. Donc chapitre 3. Donc l'acquisition des résistances périphériques avec comme conséquence la pression artérielle va être le principal déterminant du transport transpariétal des molécules plasmatiques. Donc ça, c'est le principe de convection. Donc, pour revenir sur les bases, donc, la circulation est essentiellement une conductance longitudinale, mais à haute pression. Donc il existe un gradient de pression entre la circulation, le sang, et l'adventice. Le sang est à 120 mm de mercure de pression en systole, à 80 en diastole, alors que la pression interstitielle de l'adventice est à 10 mm de mercure. Donc ceci va générer une conductance transpariétale liée à ce gradient de pression. Cette conductance est une conductance hydraulique, c'est des produits solubles qui va transporter avec elle, à travers les différentes couches de la paroi, les éléments solubles du plasma. En particulier, ces couches vont être organisées et en intima, au niveau de l'endothélium et du sous-endothélium, on va y revenir. La média, qui est une couche avasculaire et un site privilégié où il n'y a pas de leucocytes, et bien sûr l'adventice, qui, elle, contient des terminaisons nerveuses, mais aussi une circulation complète, et donc va donner la possibilité, grâce aux vénules postcapillaires, à la migration de leucocytes d'origine médulaire depuis ces circulations capillaires vers le tissu lui-même. Donc pour bien comprendre ce système de convectance advective, vous avez ici un flux d'eau qui passe une cascade. Donc ça, c'est une convectance passive, je dirais. Par contre, à l'inverse, le saumon est un être vivant, donc il va avoir une possibilité, lui,
de remonter contre ce gradient de conductance hydraulique, hein, et de se développer. C'est ce qu'on est représenté ici. Vous avez une conductance radiale, par exemple, de dedans en dehors, des lipides, des protéases, etc., qui vont venir du plasma et passer à travers, et être conduits à travers la paroi artérielle par cette conductance. A l'inverse, il existe en réponse de la paroi artérielle des conductances cellulaires, et en particulier une capacité des cellules musculaires lisses de migrer et de proliférer pour cicatriser l'agression sur la paroi artérielle, et à un stade plus évolué, une angiogénèse à point de départ adventitiel qui va permettre la pénétration de néovaisseaux dans ce tissu avasculaire. Donc la paroi artérielle est constituée essentiellement, la média artérielle est constituée essentiellement de cellules musculaires lisses et de matrices extracellulaires. Donc les cellules musculaires lisses sont des cellules adhérentes qui sont obanées par un cytosquelette très puissant, avec des marqueurs spécifiques, l'alpha-actine, la SM22-alpha associée au cytosquelette, et la myosine permettant la contraction de la cellule musculaire lisse. À côté de cette cellule musculaire lisse est produite par elle la matrice extracellulaire, essentiellement dans les vaisseaux de conductance, la matrice élastique, hein, qui va encaisser majoritairement la variation de contrainte systolo-diastolique tensionnelle. Ici, un exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rapport de la contraction au système nerveux sympathique. Vous voyez que la myosine, la protéine contractile par excellence, hein, qui interfère avec les protéines du cytosquelette, va être beaucoup plus abondante dans l'aorte humaine, sur le versant externe de l'aorte, hein, où la cellule est beaucoup plus au contact des terminaisons sympathiques que ne le sont les cellules musculaires lisses de la partie la plus interne de l'aorte, où le phénotype est beaucoup plus synthétique et sécrétoire. L'autre notion très importante, c'est que la cellule musculaire lisse est sensible à la mécanotransduction. Donc la mécanotransduction, c'est l'idée que les deux stress, mais en particulier le stress tensionnel, se transmet, hein, à la paroi artérielle, bien évidemment, hein, à travers la matrice extracellulaire et dans l'aorte, de nouveau, essentiellement élastique et collagène, et que la cellule musculaire lisse adhère à cette matrice extracellulaire et donc va générer, cette mécanotransduction va se transmettre à la cellule elle-même à travers les intégrines et le cytosquelette cellulaire. Le point important ici, c'est que ce cytosquelette non seulement va répondre à cette tension, cette tenségrité, mais également le noyau, puisque le cytosquelette va interagir avec l'enveloppe nucléaire et créer donc des modifications conformationnelles de l'enveloppe nucléaire à chaque systole, hein. Et c'est certainement le phénomène, cette mécanotransduction nucléaire va être certainement un des phénomènes les plus fondamentaux dans le maintien de l'intégrité de la paroi artérielle via des modifications épigénétiques. Donc pour résumer, l'agression de la paroi va toujours venir du sang circulant, hein, et soit par surcharge mécanique, soit par augmentation de la convection de protéases ou de lipides, etc. Et la paroi artérielle va répondre à cette agression, hein, soit par une signalisation classique médiée par récepteur, soit par un reprogramming épigénétique. Hein, et donc ceci va permettre à la cellule musculaire lisse de s'adapter, hein, à ces différents environnements hémodynamiques, métaboliques, etc., avec différents phénotypes, contractiles, prolifératifs et synthétiques, capacités d'endocytose et de phagocytose qui sont extrêmement importantes en pathologie, hein, et puis des phénotypes plus particuliers comme par exemple la capacité de précipiter le phosphate de calcium ou l'organisation de la réponse immune adventitielle. Quelles sont les conséquences du principe de convection? Eh bien,
la conductance hydraulique va emmener avec elle les protéines plasmatiques. Celles-ci vont passer à travers la paroi, elles vont être transformées par oxydation ou par protéolyse. Elles peuvent rester neutres, hein, ou elles vont être retenues par interaction, par exemple spécifique, c'est le cas du LDL, avec les glycosaminoglycanes produites par la cellule musculaire lisse. Et finalement, la cellule musculaire lisse va avoir une certaine capacité de clairance de ces différents phénomènes, hein, qui va lui permettre de métaboliser une certaine quantité de lipides ou bien une certaine quantité de complexes protéases, antiprotéases. Bien évidemment, il n'y a pas de rétrodiffusion des signaux, hein, à partir de l'adventice vers la lumière, des signaux solubles. Dans le 4e chapitre, nous essaierons de comprendre en quoi les changements de géométrie artérielle des vaisseaux de conductance vont impacter le régime des flux et les impédances locales. Donc chapitre 4. Donc, dans le chapitre précédent, on s'est intéressé essentiellement à la pression artérielle et à l'énergie potentielle dans le système circulatoire. Une partie des contraintes perçues par la paroi artérielle est en rapport avec la géométrie du système circulatoire et en particulier le fait que le système artériel est constitué de nombreux branchements pour permettre la circulation en parallèle. Donc ici, un exemple de l'impact de ces bifurcations, hein, sur le phénomène de convection qu'on vient de voir. Ici, un travail du groupe de Wemberg où on voit ici l'albumine marquée en rouge, hein, qui s'accumule dans l'aorte du lapin, sur les bords de la bifurcation d'une intercostale. Eh bien, vous voyez que c'est exactement ce qui se passe chez l'homme, où la convection des lipoprotéines de basse densité qui circulent dans le plasma vont s'accumuler dans l'aorte thoracique sous forme de stries lipidiques, ici, de dépôts de lipides, hein, dans l'intima. Ça commence toujours chez l'homme, hein, autour des bifurcations, et en particulier dans l'aorte, autour des bifurcations intercostales, comme chez le lapin. Donc ceci est très important. Ces phénomènes est en rapport avec la perte de la laminarité des vecteurs vitesse. Donc ici, c'est un flux laminaire, tout à fait régulier, hein, alors que le fait qu'il y ait des changements de géométrie, dont en particulier des bifurcations, va faire perdre cette laminarité, et donc il va y avoir une déperdition des vecteurs vitesse. Et comme en application de la loi de la conservation de l'énergie, cette déperdition de l'énergie cinétique, déperdition des vecteurs vitesse, va être transformée en énergie potentielle, hein. Donc ici, la démonstration que non seulement il y a une augmentation de la convection, mais il y a une augmentation aussi des collisions, hein, entre les éléments figurés du sang qui circulent et la paroi artérielle. Ici, de nouveau, l'ostium d'une intercostale, et vous voyez dans cet ostium d'une intercostale et sous l'intima qui est venu cicatriser, hein, l'apparition de sang, hein, qui traduit cette collision des globules rouges avec la paroi. Et donc l'apparition d'un premier hématome ici, qui survient toujours de nouveau au niveau d'une bifurcation. Donc le principe de collision, c'est le principe qui fait que la paroi artérielle va être heurtée en permanence par des cellules circulantes, hein. Et donc ceci peut être lié, bien sûr, à des bifurcations, c'est anatomique, c'est imparable, comme on dit, mais aussi au développement de modifications de la géométrie non physiologique, comme par exemple l'apparition d'une sténose, d'une bosse sur la paroi artérielle qui va créer de la déperdition de nouveau d'énergie cinétique, ou bien une dilatation qui va entraîner une augmentation d'interaction entre les éléments figurés du sang eux-mêmes. Ce qu'il faut bien mémoriser, c'est que les concentrations cellulaires, les concentrations particulières des différents composants cellulaires est tout à fait non homogène dans le sang, hein. Pour 300 monocytes par millimètre cube de sang, on a 5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Donc ceci implique bien évidemment que plus le sang est riche dans certains éléments
particulières, plus ces éléments particuliers ont une chance d'interagir avec la paroi artérielle de façon relativement violente. Le point extrêmement important également concernant les bifurcations, c'est leur capacité de générer des ondes de réflexion sur ces bifurcations qui vont impacter le système circulant, le sang, et provoquer de nouveau une transformation d'énergie cinétique en énergie potentielle. Donc ça, c'est un exemple australien. Donc ici, un piton qui a une circulation extrêmement longitudinale avec peu d'embranchements et peu de collatéral. Et on voit ici que la baisse de pression diastolique est très très régulière, il n'y a pas de rebond, etc. C'est un travail de Avolio et O'Rourke qui a été publié il y a fort longtemps, mais qui est magnifique, pour bien comprendre le rôle des bifurcations. Alors que le kangourou, autre animal présent en Australie, lui, il est complètement triangulaire. Il a une atrophie des membres antérieurs et bien évidemment, comme il se déplace en sautant, une augmentation considérable des embranchements allant dans les muscles de l'arrière-train, des pattes postérieures et de la queue. Et donc on voit ici le fait qu'il y ait beaucoup d'embranchements au niveau de la partie basse du corps chez le kangourou vont créer des ondes de réflexion qui vont revenir depuis ces bifurcations vers la pression artérielle centrale dans l'aorte et provoquer un rebond diastolique absolument majeur puisque la pression protodiastolique chez le kangourou est supérieure à la pression systolique, liée de nouveau à ces phénomènes de réflexion d'ondes. Donc pour résumer, on peut dire que la circulation le développement de la circulation, le développement évolutif de la circulation vers la circulation chez le mammifère va avoir des demandes, des nécessités fonctionnelles et anatomiques. Fonctionnelles, on l'a vu, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait des résistances périphériques pour pouvoir adapter la circulation locale aux besoins métaboliques de chaque organe. C'est l'idée de l'autonomisation des fonctions organiques, à la fois fonctionnellement et énergétiquement. Mais la conséquence de ça, qu'on peut caractériser, qui est probablement une des limites de l'évolution du système circulatoire chez l'homme, c'est le développement de la pression artérielle, et cette pression artérielle qui va être source d'une conductance radiale transpariétale qui va convecter les protéines plasmatiques vers la paroi. Les prérequis, les requis anatomiques sont bien évidemment l'existence de très nombreux branchements permettant justement cette autonomisation fonctionnelle des organes. Ceci permet la vasodilatation et donc une taylorisation des besoins énergétiques, une économie au niveau des besoins énergétiques, toujours en rapport aussi avec la température à 37 degrés. Par contre, ceci va provoquer une perte du caractère laminar du flux en rapport avec des modifications géométriques, avec une dispersion locale des flux et les ondes de réflexion. Donc ces deux phénomènes, à la fois la conductance transpariétale et la dispersion locale des flux, va être le principal déterminant, le plus commun déterminant de la fragilité de la circulation et du développement des pathologies chez l'homme. Et on peut résumer ça sur le fait que toute modification des flux, de l'énergie cinétique, va se transformer en énergie potentielle et donc augmenter de nouveau ces phénomènes à la fois de conductance transpariétale et de collision des éléments figurés du sang avec la paroi. Pour finir, deux exemples de pathologie et de physiologie seront présentés comme application de ces concepts. Pour terminer, je voudrais vous présenter deux exemples physiologiques et pathologiques de ces phénomènes. Ici, dans les valves aortiques,
hein, qui sont des tissus extrêmement contraints sur le plan mécanique, hein, puisqu'ils vont, dans une vie de 80 ans, les valves aortiques vont s'ouvrir et se fermer 3 milliards de fois. Et donc, on voit ici cette structure. Et qu'est-ce qui se passe à chaque ouverture? Eh bien, la partie la plus tournée vers le ventricule de la paroi, qu'on appelle ventricularis, va être cisaillée par le flux, hein, et va être lavée par le flux, alors que la partie regardant l'aorte, qu'on appelle la fibrosa, hein, va être soumise à un gradient de pression très important entre l'aorte, la pression diastolique dans l'aorte, et l'écroulement de la pression intraventriculaire. Hein. Et donc, ce phénomène de convection va avoir lieu à travers les valves. Hein. Et c'est probablement pour ça que la pathologie valvulaire débute toujours au niveau de la fibrosa, c'est-à-dire en rapport avec le phénomène de convection transvalvulaire, hein, des protéines plasmatiques, des lipides, et donc tous ces phénomènes-là vont aboutir au développement initial de la calcification aortique dans la fibrosa, alors que la ventriculariste reste relativement saine en regard, hein, du fait du washing de l'éjection. Intéressant aussi, c'est l'impact et la spécificité de la circulation coronaire en fonction de l'hémodynamique. Donc, la circulation coronaire a deux composantes, une composante épicardique et une composante intramyocardique qui est compressible, hein, du fait de la contraction du muscle cardiaque. L'intérieur du muscle va se comporter comme une éponge, à la fois écrasant la circulation coronaire au cours de la contraction et permettant l'entrée du sang dans le système myocardique en diastole pendant la relaxation. Donc ce phénomène est très important dans la compréhension et la spécificité du risque, par exemple, athéromateux dans le système coronaire. Donc ici, les courbes de pression intraventriculaire, et on voit qu'à chaque fois que la pression intraventriculaire augmente, eh bien, le flux entrant systolique s'arrête. Hein, et inversement, quand la pression intraventriculaire revient à la base par la relaxation, le flux entrant diastolique est maximum. Donc ceci va créer des phénomènes, et c'est l'inverse dans le système veineux, c'est-à-dire qu'il y a une chasse comme pour une éponge, il y a une chasse veineuse au cours de la systole, hein, en bleu ici, vous voyez que la contraction musculaire va chasser le sang, hein, dans les sinus coronaires. Donc ceci est très important puisque dans le système coronarien épicardique, hein, non comprimé, il va y avoir en systole une haute pression, donc beaucoup de convection et une stagnation du sang qui va renforcer ce phénomène de convection des protéines plasmatiques. Hein. Par contre, en diastole, il va y avoir un flux diastolique qui va être intense, avec un cisaillement très très intense, en particulier sur les bifurcations artérielles. Ceci va être probablement un des phénomènes qui vont conduire à la susceptibilité du système coronaire à l'athérosclérose, hein, à la fois au niveau systolique par augmentation de la convection des lipoprotéines vers la paroi des artères épicardiques, et puis aussi avec la genèse du fait du très fort flux diastolique de phénomènes d'érosion, hein, de la paroi de l'endothélium liés à cette friction très importante qui a lieu à chaque protodiastole. Pour finir, on voit ici que, comme on pourrait s'en douter, la pathologie vasculaire, la pathologie coronaire, hein, est très liée à la pression diastolique. Si la pression diastolique diminue de façon considérable, eh bien, le risque myocardique est plus important en rapport avec la pression diastolique que la pression systolique. En conclusion, l'évolution aboutissant actuellement à l'homme s'est accompagnée de modifications violentes du système circulatoire, conséquence de la télonomie générale, mais représentant également le plus grand dénominateur commun,
de la fragilité cardiovasculaire.